Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je rappelle le plan du cours pour situer le cours d'aujourd'hui. Donc nous sommes dans cette quatrième partie consacrée à une présentation d'un certain nombre d'éléments de sémantique lexicale. Nous avions vu dans ce chapitre que la frontière entre la sémantique lexicale et la sémantique grammaticale était parfois un petit peu floue. Il fallait en particulier, disons, considérer que, hormis certains cas où les unités sont vraiment soit du côté du lexique, soit du côté de la grammaire, il y a très souvent un continuum et donc un emploi des mots. Je vous rappelle l'exemple du mot bien qui a été donné par Victory, où selon l'emploi, le mot appartient plutôt aux parties du discours lexical ou aux parties du discours grammatical. On avait vu quelques éléments de définition de l'unité lexicale avec ce problème particulier de la polylexicalité. Donc on était arrivé à cette idée qu'il y a deux types d'unités lexicales, des unités lexicales monolexicales et des unités lexicales polylexicales. Les unités monolexicales étant composées d'un seul mot et les unités polylexicales étant composées de plusieurs mots qui fonctionnent comme donc une seule unité, puisqu'on l'appelle unité polylexicale. À quoi sert une unité lexicale? C'est le chapitre sur lequel que nous sommes en train d'aborder, et ensuite on abordera la question de la formation de l'unité lexicale, puisque même une unité monolexicale, certes elle est un seul mot, mais elle peut être composée de plusieurs morphèmes, éventuellement des préfixes, des suffixes, etc. Alors, sur cette question, à quoi sert une unité lexicale, je m'étais arrêté sur la question des composants de l'unité lexicale, et puis j'avais terminé par ce bilan, cette idée donc, ces idées selon lesquelles donc d'une part l'unité lexicale elle renvoie à un concept, elle véhicule un ou plusieurs concepts. Et donc que les langues véhiculent des structurations conceptuelles éventuellement différentes, et que, donc grosso modo, la notion d'unité lexicale a une relation avec la notion de catégorie. Ça, je l'ai signalé à plusieurs reprises. Ce qui nous restera maintenant à faire, c'est à approfondir cette notion de catégorisation. Qu'est-ce qu'on entend exactement par catégorie, catégorisation ? Auparavant, il nous faut également introduire une notion qui est la notion de dénomination. Alors, je commence par la notion de dénomination et la distinction que font certains linguistes, et je pense que au départ c'est Georges Kléber qui l'a proposé clairement, cette distinction entre dénomination et désignation. Et là, on va bien voir un des aspects fondamentaux au fond de l'unité lexicale. Alors, une unité lexicale est une expression linguistique qui renvoie à quelque chose dans la réalité ou dans les représentations mentales. Je précise dans les représentations mentales, puisque on l'a vu, vous vous souvenez avec l'exemple, je sais pas, de la licorne, de la sirène ou du Père Noël, ce à quoi renvoie une unité lexicale peut très bien être quelque chose de parfaitement imaginaire, donc qui n'est pas dans la réalité. Alors, cette caractérisation de l'unité lexicale, elle est évidemment tout sauf saussurienne, puisque là, on assume le fait que les unités lexicales renvoient à des choses dans le monde. Donc, c'est une perspective qui, pour cette raison, en sémantique, est parfois appelée référentielle, parce qu'elle se préoccupe de la relation entre les mots ou les unités lexicales et ce qu'elles désignent. Alors que dans une perspective saussurienne, on ne s'intéresserait qu'aux relations des mots entre eux. Dans le cadre de la théorie de la valeur, je ne reviens pas sur cette notion que j'ai déjà commentée la dernière fois. Alors, le sens de l'unité lexicale est codé, il faut l'apprendre pour la connaître. En effet, sauf cas particulier, en particulier dans le cas des mots construits, mais ça on y reviendra lorsqu'on parlera de la formation de l'unité lexicale, d'une manière générale,
vous pouvez manier une unité lexicale lorsqu'on vous en a appris le sens. C'est comme ça que les choses se passent, grosso modo, pour les enfants, lorsqu'un enfant acquiert sa langue maternelle. Bon, on lui dit, voilà, ça c'est une chaise, il établit un lien entre un objet qu'il va prendre comme modèle d'une catégorie et puis un mot. Mais disons, pour simplifier pour l'instant, un objet et un mot. Évidemment que quand on lui dit ça c'est une chaise, il faut qu'il comprenne à un moment donné que quand on lui montre ça c'est une chaise, le mot vaut également pour d'autres chaises différentes, mais qui sont aussi des chaises. Bon, bref, mais ça c'est la question de la catégorisation sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Mais en tout état de cause, vous devez apprendre une unité lexicale pour la connaître. Hein. Donc le sens est codé. Le sens de l'unité, dire que le sens de l'unité lexicale est codé, c'est que vous ne pouvez pas deviner son sens si on ne vous l'a pas appris auparavant. Vous ne pouvez pas deviner à quelle réalité cette unité lexicale renvoie si on ne vous l'a pas appris auparavant. Cette remarque vaut aussi bien pour les unités monolexicales que pour les unités polylexicales. Hein. Lorsque vous avez, je ne sais pas, bon, l'exemple, hein, je vous avais déjà donné l'exemple du cordon bleu, hein, un cordon bleu au sens d'un très bon cuisinier. Bon, il est certain que si on ne vous a pas appris qu'en français on peut utiliser l'expression cordon bleu pour désigner un bon cuisinier, vous ne pouvez pas deviner le sens de cordon bleu, même si vous connaissez le sens de cordon et le sens de bleu. D'accord ? Donc, l'unité lexicale, son sens est codé. Il faut l'avoir appris, et ensuite, on sait associer un mot à certaines choses ou à certaines catégories de choses. Bon. Deuxième remarque, la dénomination véhicule une présupposition d'existence. C'est-à-dire que lorsque j'utilise un mot, cela présuppose que ce mot renvoie à une chose qui existe dans le monde ou dans les représentations. Bon, là, il n'y a pas tellement de commentaires à avoir, c'est simplement l'idée, c'est une idée générale, si vous voulez, mais qui ne nous intéresse pas forcément beaucoup ici, mais qui a une importance quand on s'intéresse à la question des présuppositions. Mais ça présuppose que ça existe. Si j'utilise un mot, je présuppose que quelque chose existe dans le monde ou dans les représentations mentales, dans une culture, qui correspond à ce mot. Alors maintenant, la distinction entre une dénomination et une désignation est bien illustrée par cette opposition entre ophtalmologiste et médecin spécialiste des yeux. Pourquoi ? Alors, ophtalmologiste, bon, en laissant de côté le fait que le mot est construit et que, à la limite, si vous connaissez un peu le grec, vous pouvez peut-être deviner un petit peu le sens du mot, mais admettons que vous ne connaissez pas du tout le grec, que vous prenez ce mot ophtalmologiste comme un tout, hein, dont vous ne connaissez pas le sens, il faut qu'on vous ait dit quel était le sens de ce mot pour que vous puissiez dire qu'il renvoie à telle ou telle profession. Bon. En revanche, quand on prend médecin spécialiste des yeux, là, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas un mot particulier, là. Là, vous avez une expression qui contient des mots supposés connus, hein, médecin, spécialiste, yeux, et vous voyez bien que ces deux expressions, l'unité lexicale ophtalmologiste et ce groupe nominal médecin spécialiste des yeux, ces deux expressions renvoient à la même réalité. Hein, un ophtalmologiste, d'une certaine façon, c'est un médecin spécialiste des yeux. Bon. Mais il y a une différence entre dénomination et désignation. Parce qu'on va parler de désignation dans le cas où on utilise un syntagme, une phrase, enfin disons où on peut obtenir le sens par compositionnalité. Si je sais à quoi renvoie médecin spécialiste des yeux, c'est parce que par compositionnalité, à partir du sens des mots médecin spécialiste yeux, j'ai obtenu
un sens, hein, un signifié global, qui me permet de savoir à quoi renvoie cette expression. Vous remarquerez qu'elle marche par réduction. Alors, on verra tout à l'heure, on appelle ça la réduction d'extension. Quand je parle de médecin spécialiste des yeux, je prends déjà une grande catégorie, une sous-catégorie de métier qui est la catégorie des médecins. À l'intérieur des médecins, il y a un sous-ensemble des médecins spécialistes, hein, qui s'opposent aux médecins généralistes. Et puis à l'intérieur des médecins spécialistes, il y a les médecins spécialistes des yeux. Donc vous voyez, j'ai un sous-sous-ensemble d'un plus grand ensemble. Et j'obtiens le sens à partir de cette réduction-là, à partir du mot médecin. Donc, mais je n'ai pas besoin, si vous voulez, d'avoir appris ce que médecin spécialiste des yeux signifie pour savoir à quoi il renvoie. Ça, je n'ai pas besoin de l'apprendre. Je l'obtiens par la compositionnalité, hein, en connaissant la syntaxe et le vocabulaire élémentaire. Tandis que ophtalmologiste, j'ai besoin, c'est une dénomination et pas une désignation, parce que là, c'est un sens codé, et je dois donc l'avoir appris pour savoir à quoi il renvoie. Alors, on distingue deux types de dénominations, dans le cas des noms, hein, uniquement là. Les noms propres, qui dénomment des particuliers, et les noms communs, qui dénomment des catégories. Alors, j'y suis allé un peu vite tout à l'heure en disant que dans le cas des noms, on avait affaire à la catégorisation. En effet, la différence entre les noms propres et les noms communs, c'est que les noms propres ne renvoient pas à des catégories. Ils renvoient à des singularités, à des êtres singuliers. Hein. Si je dis, je ne sais pas moi, Einstein, bon, cette dénomination, Einstein, renvoie à une personne bien particulière. Et c'est le cas de tous les noms propres. Même quand vous allez me dire, oui, mais alors un prénom, par exemple, je ne sais pas moi, Paul. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se nommer Paul. Hein. Mais à chaque fois, si vous voulez, la dénomination vaut pour un individu particulier. Ce qui est certain, c'est que si vous comparez par exemple un nom propre comme Paul à un nom commun comme, je sais pas, table. Bon. Le nom propre, lui, n'est absolument pas descriptif. Il n'y a pas un ensemble de caractéristiques que partagent tous les Pauls et qui me permettrait de le mettre dans la catégorie des Pauls. Oui, le mot Paul, comme nom propre, il ne renvoie pas du tout à une catégorie de personnes. C'est-à-dire que, enfin, à moins de croire à des espèces de trucs un peu comme les horoscopes où on vous dit, ah, les Pauls, ils ont tel caractère, tel truc, bon, où on imagine une catégorie, mais enfin, ça, c'est complètement fantaisiste, hein, bien sûr. Bien qu'on puisse montrer que certains types de prénoms sont associés, mais probablement beaucoup plus pour des raisons sociologiques qu'autre chose, à des types d'individus. Bon, mais, laissons de côté cette interprétation très particulière. La différence entre un nom comme Paul qui renvoie à une singularité, c'est-à-dire quelqu'un va être baptisé Paul, bon, c'est juste son prénom, il a un nom qui permet d'isoler un peu, enfin disons de particulariser un peu sa dénomination, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si un nom propre est associé à plusieurs personnes différentes, chaque personne est vue comme une singularité. Elle n'a deux personnes qui se nomment Paul n'ont aucune raison d'avoir le moindre point commun, hormis le fait que tous deux s'appellent Paul, certes, bon, mais ils n'ont aucun point commun. Alors que deux objets qui se nomment chaise ont en principe vraiment des points communs. C'est ce qui caractérise le nom, hein, qu'il désigne le nom commun, qu'il désigne une catégorie. Donc c'est un certain type de dénomination, hein, la dénomination du nom propre qui est distincte, donc il y a une dénomination particulier et la dénomination des noms communs qui renvoient aux catégories. C'est pour cette raison qu'on va être obligé de s'intéresser à la question de la catégorisation
qui vaut pour les noms communs. Alors évidemment pas pour les noms propres, mais pour les noms communs. Cela dit, comme je l'ai indiqué ici dans cette note, on peut avoir des passages de l'un à l'autre. Hein. Un nom propre peut prendre un statut de nom commun. Alors exemple ici, ce sont des exemples que j'ai pris sur internet, un Roberto Scalzi, qu'on appelle le Mozart de la pizza, Sebastian Kurz, le Mozart de la politique. Hein, bon, on va pouvoir dire un Mozart, du Mozart, un Picasso, etc. Bien. Donc dans ces cas-là, on a, quand on dit un Mozart, le Mozart de la pizza, tout le monde comprend. Hein. Alors évidemment, là, le mot Mozart ne désigne plus la personne, mais emprunte à la singularité de cette personne Mozart un trait caractéristique. On peut dire, disons, le génie. Hein. Mozart est un génie, donc quand je dis un Mozart de la pizza, c'est un génie de la pizza. Voilà, d'accord ? Alors, un exemple récent que j'ai trouvé l'autre jour sur Internet, hein, c'est un film canadien qui s'appelle Menteur, et le titre, vous voyez, de cet article, c'est « Dans la peau du Mozart de la bullshit ». Donc, voilà, c'est une expression, être le Mozart de quelque chose qui est disponible, qu'on peut utiliser avec toutes sortes de choses. Donc vous remarquerez que là, on garde la majuscule, bon, ça peut être plus ou moins instable, hein, peu importe. Alors, dans les dénominations, maintenant je m'intéresse spécifiquement aux dénominations, il y a deux aspects. Un premier aspect qui est ce que Kléber appelle l'iconicité de la dénomination, c'est l'idée que, à partir du moment où j'ai un mot, ou alors une unité polylexicale, c'est-à-dire une unité composée de plusieurs mots, hein, mais qui forme une unité quand même. Bon. L'unité de ce mot renvoie en quelque sorte iconiquement à l'unité de la chose. C'est-à-dire au fait que ce que je désigne par un mot existe en tant qu'élément isolé, existe en tant que tout. Différent donc, un peu par principe, d'une combinatoire qu'on aurait avec la désignation. Et puis par ailleurs, une partie donc qui est variable selon les dénominations et qui consiste dans la description ou la représentation du type de chose dont il s'agit. Donc ça va être le renvoi à la catégorie pour les noms communs ou à l'individu, au particulier, au singulier pour le nom propre. Alors pour mieux expliquer cette notion, j'attire votre attention sur ces deux exemples, dépoussiéré et potelé. Alors, prenons d'abord dépoussiéré. Si c'est une dénomination, dépoussiéré, l'idée de l'iconicité de la dénomination, c'est que dépoussiéré désigne une action bien particulière qui, au fond, n'est pas réductible à l'idée d'enlever la poussière. Alors évidemment, parce que quand vous lisez dépoussiérer, vous le comprenez, ce mot, on peut imaginer que ce n'est pas vraiment une dénomination, puisque vous comprenez que dé, c'est un élément qui inverse, hein, qui est une sorte d'élément qui a une valeur négative, comme faire, défaire. Hein. Là, dépoussiérer, ce serait enlever la poussière. Vous avez le nom poussière qui est dans le radical de dépoussiérer, et puis le dé. Voilà. Alors, vous remarquerez qu'on n'a pas le verbe poussiérer, il n'existe pas. Hein. Bon, mais il y a poussière. Donc, c'est un mot qui est formé d'une façon un peu particulière, on y reviendra plus tard. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'argumenter le fait que dépoussiérer ne signifie pas exactement enlever la poussière. Contrairement à ce que dira un dictionnaire, par exemple. Pourquoi c'est bien le cas ? Ben, imaginez que vous ayez une poussière dans l'œil.
et que vous vouliez enlever cette poussière, ben vous n'allez pas dire « je vais me dépoussiérer l'œil ». Vous n'allez jamais dire ça. Donc, dépoussiérer ne signifie à bien avoir avec enlever la poussière, mais c'est plus spécifique que ça. Autrement dit, c'est bien une dénomination qui a son iconicité de la dénomination. Dépoussiérer signifie quelque chose de très spécifique qui ne se réduit pas à juste enlever la poussière. C'est plus spécifique que ça. Et ça, c'est l'iconicité de la dénomination. C'est-à-dire que cette dénomination, elle renvoie à quelque chose qui a une particularité. Donc, autrement dit, dépoussiérer, c'est enlever la poussière dans un contexte de faire le ménage, par exemple. Hein. Ça va être ça, la spécificité de ce mot. Sinon, on n'a pas besoin d'un mot spécial. Bien. Alors, deuxième exemple, encore plus frappant, je trouve, c'est le mot potelet. Alors, est-ce que, déjà, vous pouvez deviner le sens de ce mot? Est-ce que vous connaissez le sens de ce mot? Qu'est-ce que c'est qu'un potelet? Hein? Ici, potelet, P-O-T-E-L-E-T. Est-ce que quelqu'un a une hypothèse? Oui? Alors, ça pourrait être ça, mais ça n'est pas le cas. Oui? Un petit vase, c'est un peu pareil qu'un petit pot. Hein. Alors, le sens de potelet, tel qu'il apparaît dans le dictionnaire, c'est un petit poteau. Pas un petit pot, un petit poteau. Bon. Je me souviens qu'une année, un étudiant a dit c'est un copain un peu grassouillet. Hein, c'est-à-dire un pote, mais un peu grassouillet. Avec ce mélange entre pote, potelet. Ouais, c'était pas mal quand même. Un potelet, bon, un copain un peu grassouillet. On pourrait l'utiliser comme ça. Enfin, en tout cas, en français, ça signifie un petit poteau. Alors, on est un peu dans la situation de dépoussiérer. Pourquoi est-ce qu'on aurait inventé un mot potelet, qui est un mot relativement récent dans le dictionnaire, hein? Il date il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, j'avais trouvé cet exemple parmi les mots nouveaux du Petit Robert, et je vous en présenterai quelques-uns parmi les mots nouveaux du Petit Robert 2020. Donc c'est un mot récent. Pourquoi? Encore une fois, je reviens à cette notion d'iconicité de la dénomination. Si on a créé une dénomination pour potelet, c'est qu'on veut dire en réalité plus que petit poteau. Alors, si je prends des poteaux, par exemple, je peux les comparer, là des poteaux électriques, là un poteau pour mettre une clôture. Évidemment, je pourrais dire un petit poteau, celui-là il est très grand, celui-là il est un peu plus petit, et celui-là il est beaucoup plus petit. Donc, si je retiens seulement la notion de petit poteau, je pourrais l'appliquer par exemple à un poteau électrique qui serait de petite taille, par opposition à un poteau électrique qui serait de grande taille. Mais en réalité, on n'utilise pas du tout le mot potelet pour désigner un petit poteau dans ce sens-là. Un potelet, c'est ça précisément. Hein. C'est ce genre de poteau assez court qu'on utilise dans les rues pour empêcher les voitures de se garer sur les trottoirs ou sur les bords des routes, ou bien qu'on utilise dans les files d'attente, dans les théâtres ou les cinémas, ce genre de choses. Un potelet, ça désigne, vous voyez, quelque chose de très particulier. C'est bien un petit poteau, on peut dire que c'est un petit poteau, mais si je dis un petit poteau, j'ai une catégorie beaucoup trop large par rapport à ce qu'est réellement un potelet. D'accord? Donc, c'est ça l'idée de l'iconicité de la dénomination. C'est l'idée que si j'ai une dénomination spéciale, c'est que cette dénomination n'est pas réductible à la désignation. Parce que quand je dis c'est un petit poteau, je fais une désignation, je ne suis plus dans la dénomination. Mais voyez que la désignation, elle est insuffisante pour caractériser précisément le référent de l'unité lexicale, donc de la dénomination. Donc ça, c'est une notion à retenir qui est intéressante et sur laquelle on reviendra lorsqu'on parlera de la question de la formation des unités lexicales. Alors, on arrive à un second bilan sur la question qui était posée à quoi sert une unité lexicale. Donc les unités lexicales sont des couples qui associent une forme à un sens.
La forme, donc je ne vais pas y revenir puisque j'en ai déjà parlé la semaine dernière, ça peut être donc des sons, des gestes, de l'écriture, et c'est une entité principalement, enfin c'est une entité mentale, hein, puisqu'on l'aperçoit grâce à un certain nombre de processus cognitifs, mais une entité mentale qui est actualisée par un comportement corporel, donc par exemple une vocalisation, des gestes, etc., ou la vision, hein, lorsque je suis dans la perception, ou donc perçue par des processus corporels. La forme produite, qu'elle soit son, graphisme ou geste, est elle-même concevable comme un objet externe. Bon. Quand je dis un objet externe, je veux dire externe par rapport aux processus mentaux. Si vous voulez, les signes, je veux dire des mots écrits sur une page, une fois qu'ils ont été produits, ils existent comme des objets séparés de l'esprit de l'individu qui les a produits. Bien. Alors maintenant, la forme de l'unité lexicale, elle est associée à un sens, donc qui a un aspect grammatical, c'est-à-dire une partie du discours. Hein. On a bien vu que l'unité lexicale, elle se distingue du concept, bien que ce ne soit pas la seule différence, par le fait qu'elle a une partie du discours. Ce sens est un sens dénominatif dans le cas des noms propres qui réfèrent directement à des particuliers, et on parle de sens descriptif. Hein. Dans la dénomination, il y a aussi, on utilise le terme dénomination en général par opposition à désignation, mais on utilise également sens dénominatif pour les noms propres et sens descriptif pour les autres noms. Donc, dans ce cas-là, le sens de l'unité lexicale correspond à un ou plusieurs concepts qui peuvent être compris comme des catégories, et c'est à ça qu'on va s'intéresser ensuite. Donc, on a vu que les langues pouvaient véhiculer des structurations conceptuelles différentes, que les membres des catégories qui sont suscités ou impliqués par les unités lexicales sont des occurrences dans le monde réel ou imaginaire. Et puis, on a vu que les unités lexicales se composent d'unités monolexicales qui peuvent être donc simples, comme un mot comme bon, ou construites comme bonté, avec un suffixe, et d'unités polylexicales plus ou moins figées, qu'on appelle aussi des phrasèmes. Donc, au point où nous en sommes, ce qui nous reste à approfondir sur la notion générale d'unité lexicale, c'est cette notion de catégorisation. Avant que je passe à ce point, est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Alors, on va parler maintenant de la question de la catégorisation. Je vérifie l'heure. Alors, on va d'abord tout simplement définir la notion de catégorisation, et ensuite on verra deux modèles, de la catégorisation, de façon de concevoir la catégorisation, qui sont le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et le modèle qu'on appelle parfois la sémantique du prototype. Alors, qu'est-ce que c'est que catégoriser ? Je vous donne ici une définition extraite de ce livre « Langage et cognition humaine » de Anne Reboul. Catégoriser, c'est traiter un ensemble de choses comme d'une façon ou d'une autre, équivalentes, les mettre sur le même tas ou les appeler par le même nom ou y répondre de la même façon. Hein. C'est une définition qu'elle-même emprunte à un autre auteur. Donc, catégoriser, vous voyez, c'est mettre des choses sur le même tas, les traiter comme équivalentes ou les appeler par le même nom. Alors, par exemple, traiter les choses comme équivalentes. Si je vous montre cette image, dans cette image, vous avez toutes sortes de choses différentes, mais d'une manière absolument immédiate et impossible à retenir, vous voyez des catégories. Vous ne voyez pas des objets singuliers. À la limite, on pourrait considérer qu'au fond,
n'y a pas de différence, très peu de différence entre cette pomme-là qui est un peu rouge et puis cette tomate. Hein. Mais bien que les deux objets soient extrêmement proches, enfin les deux images là en l'occurrence soient extrêmement proches, elles appartiennent pour vous spontanément à deux catégories distinctes. Bon. Autrement dit, cette perception des catégories, cette perception des objets comme des catégories, elle est impérative. C'est-à-dire, quelle que soit la chose, l'objet ou même l'être que vous percevez, vous ne pouvez pas ne pas le voir comme le membre d'une catégorie, comme un membre quelconque d'une catégorie. Je ne sais pas, je vois votre téléphone, c'est pour moi un membre quelconque de la catégorie des téléphones. Je vois un ordinateur, c'est un membre quelconque de la catégorie des ordinateurs, voire de la sous-catégorie des ordinateurs portables. Bon. Pensez bien à cela, ça vaut aussi pour les individus. Hein. Quand vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, dit-on, vous le mettez immédiatement dans des catégories. Homme, femme, grand, petit, blond, brun, gros, maigre, etc. Des catégories qui immédiatement sont suscitées. Vous le voyez comme un membre quelconque de la catégorie des hommes petits, bruns, par exemple. Hein, voilà. Alors, j'insiste sur ce point parce que c'est une propriété de notre système cognitif qui fait que grâce à cette sorte de pulsion, si j'ose dire, de catégorisation, nous avons beaucoup de mal, nous, en tant qu'êtres humains, à percevoir les êtres, les choses, les objets, comme des singularités, c'est-à-dire comme des choses uniques. Cette aptitude à la catégorisation, elle nous empêche en quelque sorte de percevoir la singularité des choses. Parce qu'au fond, si je regarde ces différentes tasses, là, elles peuvent être très singulières. Une tasse peut être, enfin je veux dire d'une certaine façon, d'un point de vue, si vous voulez, si vous lisez certains philosophes comme Clément Rosset par exemple, qui est très connu pour ce type de position philosophique, deux brins d'herbe ne sont jamais totalement identiques. C'est-à-dire, il y a une singularité absolue de la réalité des objets réels. Hein. Je veux dire, deux chaises, deux téléphones, etc., ils ne sont jamais identiques. Donc ils sont toujours singuliers. Mais nous ne les percevons pas comme singuliers. Sauf à la limite si c'est notre téléphone à nous, enfin, les objets qui nous sont proches ou les êtres qui nous sont proches, etc., qui sont perçus comme des singularités, ou encore une fois, pas encore une fois, je veux dire, ou encore le cas de l'œuvre d'art, hein, qui est une façon de récupérer de la singularité là où on n'a que des catégories. Et encore, pour créer de la singularité dans l'œuvre d'art, ça n'arrive pas tous les jours, et il faut qu'il y ait quelque chose comme une sorte d'invention dans l'histoire de l'art à un moment donné. Hein. Bon, donc cette notion de ce processus cognitif de la catégorisation, il est impératif. Bien. Maintenant, voyons un peu comment il se produit de manière un petit peu plus détaillée. Alors là, je vous cite rapidement une expérience très célèbre faite par William Leiboff, qui est quelqu'un qui est surtout connu ensuite pour avoir développé ce qu'on appelle la sociolinguistique, et il s'est intéressé à un moment donné à la catégorisation entre tasse et bol, verre, etc. À quel moment, pour prendre juste cet exemple, alors voilà, une question profonde sur laquelle vous ne vous êtes peut-être jamais interrogé, à quel comment finit la tasse et à quel moment commence le bol, hein. Je veux dire, comment
comment est-ce qu'on fait pour catégoriser un objet comme tasse ou comme bol, sachant qu'au fond, le diamètre est variable, hein. Alors, l'expérience était la suivante. Il a demandé à des personnes de catégoriser des objets, comme ça, tous avec une anse, qui est caractéristique en principe de la tasse, mais qui existe aussi avec certains bols. Et puis, il a remarqué qu'il y a une sorte de taille critique, hein, qui fait que les tasses de plus petite taille, la numéro 1, 2, 3, sont toujours appelées tasses et jamais bol. Et puis, au-delà d'un certain diamètre, la dénomination bol est plus régulière. Et puis, quand on passe à un diamètre très grand, eh bien, le tasse devient très rare, et puis c'est bol qui s'impose. Mais tasse reste un peu à cause de l'anse. Donc, ça c'est un problème de catégorisation. À quel moment je catégorise un objet comme bol ou comme tasse? Donc, là où on est dans un processus en quelque sorte binaire, j'ai pas le choix, j'ai pas un mot pour dire un truc intermédiaire entre tasse et bol. Ou alors, après, il y a le mug, enfin bref, on peut ajouter d'autres mots, hein, qui jouent plus sur la verticalité, du coup, le mug, hein. Mais on pourra poser la même question. À partir de quelle hauteur je passe de la tasse au mug, hein? Je veux dire, on peut poser exactement la même question que celle sur le diamètre. Voilà. Un point de détail qu'il a remarqué aussi, c'est que quand on met un contexte, c'est-à-dire quand on met quelque chose dans les tasses et dans les bols, ça influence sur la catégorie, ça influence la catégorisation. C'est-à-dire, si on met du liquide ou du solide, eh bien, la catégorisation, elle change. C'est-à-dire que si vous mettez de la nourriture, enfin, là, en l'occurrence, c'était de la nourriture. Si vous mettez de la nourriture solide, donc je sais pas, du riz par exemple, dans ces récipients, eh bien, la dénomination de bol apparaît beaucoup plus vite, vous voyez, par rapport à tout à l'heure où dès qu'on, disons que la désignation de tasse, il fallait attendre assez longtemps pour qu'elle diminue, dès qu'on met de la nourriture dedans, eh bien, l'objet devient plutôt un bol, hein, et la dénomination de tasse diminue. Donc, ça signifie que la catégorisation, elle n'est pas objectale, elle n'est pas objective, c'est pas l'objet en tant que tel forcément qui nous aide à catégoriser, c'est aussi le contexte, hein, qui joue un rôle sur la catégorisation. Enfin, ça c'est un point que je vais laisser de côté. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que dans la catégorisation, on a bien un passage du continu au discontinu. J'ai un processus continu, par exemple, de taille, de diamètre de bol ou de tasse possible, et en fait, la catégorisation oblige à trancher quelque chose dans cette continuité et d'imposer une discontinuité sur la continuité. Alors maintenant, les catégories, une autre caractéristique, c'est qu'elles sont hiérarchisées. Vous avez des catégories et des sous-catégories, des sous-sous-catégories, etc. Alors, par exemple, si vous prenez animal, vous avez deux sous-catégories qui peuvent être mammifères ou oiseaux. Dans mammifères, vous avez des sous-catégories qui peuvent être carnivores, ongulés. Dans les carnivores, vous avez d'autres sous-catégories, etc., etc. On peut les multiplier à l'infini, hein. Du point de vue du vocabulaire technique, on parle d'hyperonymes lorsqu'on parle des noms plus généraux et des hyponymes quand on est dans les noms, dans les dénominations qui dépendent d'une catégorie plus générale. En fait, ces relations hiérarchiques sont des relations d'inclusion entre catégories. Ce sont des relations d'inclusion entre les catégories. C'est-à-dire, j'ai un grand ensemble animal qui inclut le sous-ensemble mammifère, le sous-ensemble oiseau, le sous-ensemble mammifère lui-même inclut le sous-ensemble carnivore, le sous-ensemble, etc. Hein. Donc, ce sont vraiment des relations d'inclusion entre catégories qui sont symbolisées par
cet arbre qui mentionne la hiérarchie des catégories. Vous avez cela pour toutes sortes de choses, hein. Par exemple, un cours de droit, ça peut consister simplement à avoir en tête les différents types de catégories que sont les personnes, au sens juridique, hein, personne physique, personne morale. Une personne morale peut être une personne morale de droit privé, de droit public. Une personne morale de droit privé peut être une société, une association, etc., etc. Et quand vous y pensez bien, très souvent, un apprentissage de quelque discipline que ce soit, c'est un apprentissage de catégories et de catégorisation. C'est de savoir quelles sont les grandes catégories, les sous-catégories, les relations entre les catégories d'un certain champ de connaissances. Dire même en linguistique, en grammaire, ou même le cours que je fais ici, je vous expose en fait des types de catégories et de sous-catégories. Alors, pour définir les catégories, il y a deux moyens classiques, l'intention et l'extension. Alors, prenons un premier exemple très simple, purement mathématique. Quand vous prenez un ensemble comme l'ensemble des nombres pairs, c'est une catégorie. Pour l'instant, catégorie, c'est un peu synonyme d'ensemble, hein, puisque j'ai parlé d'inclusion dans des ensembles, des sous-ensembles, etc. Donc, l'ensemble des nombres pairs. Vous avez deux façons de définir l'ensemble des nombres pairs. Soit vous le définissez par une sorte de formule. Hein. L'ensemble des nombres pairs, c'est l'ensemble des entiers naturels, donc n appartenant à n, grand N, qui est donc l'ensemble des entiers naturels, tel qu'il existe un P appartenant à n avec n égale 2P, c'est-à-dire c'est le fait que les nombres pairs sont divisibles par 2, sont des multiples de 2. Ça, c'est une définition générale en intention par une ou des propriétés. En l'occurrence là, une propriété n égale 2p. D'accord ? C'est une caractérisation abstraite. Hein ? On pourrait la verbaliser en disant qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair, comment définir la catégorie de la nombre pair. Les nombres pairs sont des nombres divisibles par 2. Là, je donne une définition en intention. On dit aussi en compréhension, c'est une caractérisation abstraite. Mais je peux aussi répondre, qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair ? Un nombre pair, c'est la suite 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Hein ? Là, je donne une énumération, c'est une définition en extension. Je donne la liste des membres de la catégorie. Hein ? Enfin, pas forcément la liste complète, mais je donne une liste de membres de la catégorie qui peut être complétée. Alors, je peux faire la même chose avec des noms. Par exemple, la catégorie chien, la définition intentionnelle, ça va être la définition dans le dictionnaire, hein, qui contient vous voyez, des catégorisations successives. Quand je dis que la définition de chien, c'est dans le TLFI, mammifère carnivore très anciennement domestiqué, dressé à la garde des maisons et des troupeaux, à la chasse ou bien élevé pour l'agrément. Donc j'ai un ensemble des mammifères, un sous-ensemble des mammifères carnivores, un sous-ensemble des mammifères carnivores très anciennement domestiqués, et puis ensuite plusieurs autres caractéristiques qui sont toutes des caractérisations générales qui me permettent de dire que tel animal est un chien ou pas. Bon. Et puis, à cette définition en intention ou intentionnelle ou en compréhension, s'oppose la définition extensionnelle. Un chien, ça va être tel chien, tel autre, etc. C'est une définition, disons, par énumération des membres de la catégorie. Donc définition par intention et par extension. Or, cette distinction a produit cette distinction entre intention et extension a produit au XVIIe siècle une réflexion qu'on appelle, un résultat qu'on appelle la loi de Port-Royal.
cette idée que l'intention et l'extension varient en proportion inverse, qui est une idée fondamentale sur la question en sémantique ou dans la question générale de la catégorisation, et qui répond à une intuition très facile à percevoir. Grosso modo, l'idée, c'est que si vous avez une catégorie réduite à un petit nombre d'éléments, donc il y a une petite extension, une catégorie réduite à un petit nombre d'éléments. Pour réduire la catégorie à un petit nombre d'éléments, vous aurez eu besoin d'ajouter beaucoup de caractéristiques. Donc, pour une petite extension, vous avez besoin d'une grande intention. Inversement, si vous définissez une catégorie avec très peu de caractéristiques, donc avec une petite intention, vous aurez forcément une catégorie très grande. Bon, par exemple, si je prends la définition du chien là, si je... voyez que pour arriver à la catégorie chien, j'ai besoin d'abord d'une catégorie de départ, mammifère, et d'ajouter toutes sortes de caractéristiques, qu'il est carnivore, qu'il est enseignement domestiqué, etc. J'ai donc une intention beaucoup plus grande que si j'avais simplement à définir mammifère, par exemple. Ou alors, pour être plus précis, si au lieu de parler de chien en général, vous parlez d'un type de chien, je sais pas moi, un teckel, eh bien, vous êtes obligé d'ajouter à la définition générale de chien une caractéristique qui va correspondre au teckel. D'accord ? Prenons cet exemple pour bien illustrer la chose. La distinction entre chien et teckel. Bon. Vous avez une certaine définition de chien qui contient des caractéristiques. C'est l'intention. Si vous comparez l'intention de chien à l'intention de teckel, l'intention de teckel est nécessairement plus grande, puisque vous êtes obligé d'ajouter une caractéristique à chien pour obtenir teckel. Donc vous augmentez l'intention. Ok ? Mais en augmentant l'intention, vous avez diminué l'extension, puisque vous êtes passé de la catégorie grande de chien à la catégorie plus petite de teckel. Oui ? Oui ? Oui, bien sûr, si vous prenez la définition telle qu'elle dans le dictionnaire, mais si vous partez du point de vue sémantique où, pour comprendre teckel, il faut comprendre chien. Donc, vous êtes ramené à la définition de chien plus la définition de teckel comme type de chien. Donc, ça revient un petit peu au même. Mais votre remarque est juste, si je vais chercher la définition de teckel dans le dictionnaire, je vais obtenir chien qui a telle caractéristique. Donc, si je compare le nombre de caractéristiques de chien et le nombre de caractéristiques de teckel, j'en aurai peut-être pas plus pour teckel. Mais en réalité, comme la définition de teckel, pour être comprise, suppose d'avoir compris la définition de chien, ben, ça veut dire que toutes les caractéristiques de chien, elles sont incluses dans teckel. Donc, forcément, pour définir un type de chien, vous êtes obligé d'augmenter des caractéristiques, donc d'augmenter l'extension. Et comme vous définissez un type de chien, donc un sous-ensemble de l'ensemble des chiens, vous avez une extension plus réduite. Donc, dès que vous augmentez l'intention, vous diminuez l'extension. Et dès que vous augmentez l'extension, vous diminuez l'intention. Par exemple, si à partir de chien, je veux augmenter l'extension, qu'est-ce que je fais ? Je supprime tout, sauf mammifère. Et et je passe de chien à mammifère avec une réduction du nombre de caractéristiques définitionnelles. Donc ça, c'est la loi de Port-Royal. L'extension et l'intention varient en proportion inverse, c'est-à-dire si j'augmente l'extension, l'intention diminue, si j'augmente l'intention, l'extension diminue. Alors, ce qu'il faut retenir de toutes ces notions, c'est la notion d'extension d'une catégorie ou d'intention d'une catégorie. Alors attention, intention c'est avec un S, c'est pas intention au sens d'avoir l'intention de.
est la notion d'instance ou de membre d'une catégorie. Hein. Je veux dire, une catégorie, elle se caractérise par sa définition, mais aussi, quand on parle d'une définition en extension, c'est qu'on parle des membres de la catégorie. Alors, on parle indifféremment, selon les auteurs, des instances, c'est plutôt un anglicisme, des instances d'une catégorie ou des membres d'une catégorie. Par exemple, tel chien particulier qui existe là, qui est devant moi, il est un membre de la catégorie chien ou une instance de la catégorie chien. Voilà pour le vocabulaire. Alors, maintenant, on va expliquer les deux modèles de catégorisation, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et le modèle dit de la sémantique du prototype. Mais avant de faire ça, on va faire une pause comme d'habitude pour se rafraîchir un peu et avoir les idées claires tout à l'heure. Très bien, alors je reprends. Donc, vous avez compris que j'ai parlé indifféremment de catégorie de catégorisation. L'idée là est très simple, c'est que la catégorie que l'on obtient est le résultat d'un processus cognitif de catégorisation. Et les unités lexicales véhiculent des catégories, certes, mais elles présupposent toujours, malgré tout, même si elles sont des dénominations de catégories, elles requièrent toujours la possibilité, l'exigence, si vous voulez, d'un processus de catégorisation. Pour que je puisse utiliser telle unité lexicale pour tel type de choses, il faut bien que j'ai, dans ma perception, dans ma relation au monde, effectué une catégorisation. Alors, une première façon d'expliquer ce processus de catégorisation, c'est de l'expliquer par un système de conditions nécessaires et suffisantes, c'est-à-dire de partir de l'idée qu'il y a un dénominateur commun de la catégorie, donc que, en fait, une catégorie, c'est tout simplement un ensemble de choses qui partagent des points communs. Par exemple, si vous définissez oiseau par deux caractéristiques, vertébré à plumes. Donc, ce qu'on appelle les conditions nécessaires et suffisantes, ce sont ces deux caractéristiques, vertébré à plumes. Ces deux caractéristiques, on les considère donc comme des conditions nécessaires et suffisantes de la catégorie oiseau. C'est-à-dire que tout être, toute entité qui est vertébrée et qui a des plumes appartient obligatoirement à la catégorie oiseau. Donc là, vous prenez quelque chose, vous ne savez pas dans quelle catégorie il est, vous regardez ses caractéristiques, il est vertébré, il a des plumes, donc il est dans la catégorie oiseau. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on vous dit que ceci est un oiseau, vous en déduisez que c'est un vertébré et qu'il a des plumes. Tout membre de la catégorie oiseau a aussi ces deux caractéristiques. Donc, il suffit d'avoir ces deux caractéristiques pour être dans la catégorie oiseau, ce sont les conditions suffisantes, mais il est nécessaire aussi d'avoir ces deux caractéristiques pour être dans la catégorie oiseau. Vous comprenez à partir de ce simple exemple que la catégorisation, elle est utile aussi pour récupérer des informations au sujet d'une entité quelconque. Si on vous dit ceci est un oiseau, même si vous ne voyez pas bien, vous ne devinez pas bien si c'est, je sais pas, un animal bizarre, si on vous dit c'est un oiseau, vous en déduisez, comme vous connaissez la catégorie oiseau, qu'il est vertébré et qu'il a des plumes. Donc le fait de posséder des catégories, ça vous permet d'inférer des propriétés d'objets dont on vous dit qu'ils appartiennent à cette catégorie. Bon, alors évidemment, là je prends un exemple de catégorie tout à fait élémentaire, il faudrait prendre un exemple d'une catégorie un peu plus complexe, mais vous voyez bien l'idée, c'est que la catégorisation, elle permet de récupérer des propriétés d'un objet. Bon. Alors,
Ce type de catégorisation est utile dans les classifications scientifiques. Là, je vous donne un exemple de catégorisation assez élémentaire, une classification des animaux en différentes sous-catégories. Et vous retrouvez bien ici, là, l'idée que vous avez l'opposition entre les invertébrés et les vertébrés, et puis dans la partie vertébrée, la deuxième ligne, ce sont les oiseaux avec la peau porte des plumes par opposition à la peau porte des écailles soudées pour le reptile, etc., etc. Donc c'est évidemment utile ce type de classification pour ce type de catégorisation, pardon, en particulier dans la description scientifique. Prenons l'exemple de la catégorisation médicale. Si on vous dit, disons du point de vue du médecin qui va vous examiner, il va y avoir un certain nombre de symptômes qui sont des propriétés qui vont permettre de dire que vous avez telle maladie, que vous n'avez pas telle maladie. Et à partir du moment où on vous dit que vous avez telle ou telle maladie, vous savez que ça correspond à tel ou tel dysfonctionnement corporel. Bon. Mais évidemment qu'on a besoin d'une classification des maladies assez nette, où il y a des frontières nettes entre les catégories. Bon, en fait, dans la réalité de la pratique médicale, il y a souvent des chevauchements, des hésitations, mais parfois les catégories sont nettes. Bon. Donc, les catégories dans cette définition, ce sont des entités aux frontières strictement délimitées. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que à partir du moment où vous avez des conditions nécessaires et suffisantes, par exemple vertébrés à plumes, vous ne pouvez jamais hésiter sur le fait que une entité appartienne ou pas à la catégorie oiseau. Soit les deux propriétés sont vérifiées, soit elles ne le sont pas, et donc la catégorie, elle est très nettement délimitée. Soit on est un oiseau, soit on n'en est pas un. Point. Je veux dire, il n'y a pas de cas intermédiaire. Donc ça rejoint cette idée, c'est-à-dire l'oiseau, soit c'est un oiseau, soit ce n'est pas un, donc c'est une logique binaire du vrai et du faux. Et par ailleurs, tous les membres de la catégorie ont le même statut. Quand je définis la catégorie oiseau en disant ce sont des vertébrés à plumes, tous les membres de la catégorie oiseau, qu'il s'agisse, je sais pas moi, d'un moineau, d'un perroquet, d'une autruche, etc., ils sont tous des vertébrés à plumes, donc ils sont tous oiseaux au même titre. Il n'y en a pas un qui est plus oiseau que les autres. D'accord ? Ça, c'est la caractéristique du modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Bon. Alors, je l'ai dit, c'est un modèle de catégorisation indispensable dans la science, utile, non seulement utile, mais indispensable pour la classification rationnelle. Et même en linguistique. En linguistique, on donne des propriétés de certains morphèmes, de certains mots, de certaines phrases, etc., pour classer les choses et avoir des catégories. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si ce modèle reflète notre façon naturelle de catégoriser en tant qu'être humain. C'est une chose de catégoriser les choses en exprimant les propriétés et en faisant des classements. Mais c'est une autre chose que de percevoir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le tableau où vous aviez des pommes, des poires, des tomates, des chiens, de percevoir immédiatement des catégories. Vous n'avez pas eu besoin, quand je vous ai montré ce tableau tout à l'heure des pommes, des tomates, etc., de dire « Ah, bon, ça c'est rond, c'est un peu rouge et jaune, ça se mange, etc. » Donc vous n'avez pas eu besoin d'extraire les propriétés pour savoir que c'était une pomme. Bon. Alors la question, donc, la double question, c'est est-ce que ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes reflète notre façon naturelle de catégoriser et reflète la catégorisation qui est faite dans les langues, puisque la catégorisation qu'on obtient dans les langues par le lexique, par cette liste de dénominations dont on dispose dans quelle que soit la langue considérée,
cette liste de dénominations, elle a été produite par des êtres vivants qui ont catégorisé naturellement, donc la catégorisation dans les langues, elle est aussi le reflet de la façon naturelle de catégoriser. Il n'y a pas eu je ne sais pas moi, alors, sauf peut-être dans les terminologies techniques, hein, mais le vocabulaire d'une langue, il n'a pas été établi par des scientifiques qui ont clairement délimité les propriétés de telle ou telle catégorie pour telle dénomination. Bon, voilà, tout ça a été hérité, etc. Alors, ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que, bon, bien sûr, la réponse, ça va être non. Hein. La réponse, ça va être non. Ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, il ne reflète pas bien notre façon naturelle de catégoriser. Non seulement pas bien, mais pas du tout. D'abord, parce que très souvent, les frontières des catégories usuelles, hein, les catégories usuelles, là je ne parle pas des catégories pour les scientifiques, des catégories posées dans le cadre d'un esprit scientifique, des catégories, si vous voulez, rationnelles. Là, on parle plus des catégories naturelles. Hein. Les frontières des catégories ne sont pas nettes. Je prends deux exemples. Le cas des meubles. Bon. Sûr que dans certains cas, vous n'allez pas hésiter. Si on vous dit une chaise, une table, oui, ce sont des meubles. Mais si on vous dit un abat-jour, par exemple, un abat-jour d'une lampe, est-ce que c'est un meuble, un abat-jour ? Si on ne le met pas dans la catégorie des meubles, on va le mettre dans quelle catégorie ? Bon, c'est peut-être pas bien, hein, mais en tout cas, à supposer que un abat-jour fasse partie, une lampe, c'est un meuble. On peut considérer que c'est un meuble. On hésite. Hein. Alors, il y a des cas pour lesquels on hésite et d'autres pour lesquels on n'hésite pas. Donc, on voit bien que la frontière de la catégorie meuble, elle est un peu floue. Pour les vêtements, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas hésiter pour vestes, chemises, pantalons, etc. Bon, tout ça, ce sont des vêtements, ça appartient à la catégorie de vêtements. Mais une ceinture, des chaussettes, bon, alors, oui, est-ce que c'est vraiment... Oui, ça fait partie des vêtements. Vous achetez ça dans des boutiques qui vendent des vêtements. Hein. Mais, d'ailleurs, maintenant, on utilise la catégorie... parce que on utilise la catégorie accessoire hein, pour tout ce qui est pas vêtements au sens prototypique du terme. Et on a besoin de ces catégories parce que maintenant que, vous pourrez remarquer facilement qu'avec le développement de la vente par Internet, les vendeurs sont obligés d'avoir des systèmes de catégorisation assez précis pour qu'on s'y retrouve. D'où cette invention de la catégorie accessoire, qui ne veut rien dire, mais on s'y retrouve quand même. Hein. Bon. Qui veut dire, en fait, accessoire, c'est précisément, et c'est le deuxième point là, l'idée que ce qu'on va mettre dans accessoire, c'est tout ce qui n'est pas vraiment un vêtement, tout ce qui est moins vêtement que les autres vêtements. C'est-à-dire que dans la catégorie vêtements, je vais avoir en effet des membres très caractéristiques de la catégorie. Hein, encore une fois, une chemise, une veste, un pantalon, tout ça, ce sont des membres caractéristiques de la catégorie vêtements. Mais si je prends des lacets de chaussures, si je prends une ceinture, si je prends comme des gants, bon, des gants ou des lacets de chaussures sont moins vêtements, appartiennent moins naturellement à la catégorie vêtements qu'un pantalon, une veste, etc. D'accord ? Donc, ça veut dire que contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure dans la définition de oiseau selon le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, où on disait tout oiseau est oiseau au même titre. Du point de vue scientifique, du point de vue d'une catégorisation rationnelle, oui. Mais du point de vue d'une catégorisation naturelle, non. Par exemple, les vêtements, tous les membres de la catégorie vêtements ne sont pas vêtements. Il y a des vêtements qui sont plus vêtements que d'autres, hein, qui appartiennent plus naturellement à la catégorie. Bon. Et puis, on va le voir, dans la catégorisation ordinaire, certaines propriétés ne sont pas toujours vérifiées.
en effet, probablement que ce qui est caractéristique un peu intuitivement de la catégorie vêtements, c'est quelque chose qu'on enfile. On enfile un pantalon, on enfile une veste, une chemise, etc. Alors qu'évidemment, une ceinture, on l'enfile pas pareil, de la même façon, des lacets de chaussures non plus, enfin bon, etc. D'où les deux idées principales de la sémantique du prototype. D'une part, l'idée que une catégorie se définit non pas par des propriétés que doivent posséder tous les membres de la catégorie, mais une catégorie se définit par un prototype, un ou plusieurs prototypes d'une catégorie, et dans une catégorie donnée, il va y avoir des membres prototypiques, c'est-à-dire qui sont caractéristiques de la catégorie, et des membres moins prototypiques. Donc ça, c'est la notion de prototypicalité dans la catégorie. Tous les membres ne sont pas équivalents. Tous les membres ne sont pas équivalents. Certains membres sont de meilleurs représentants de la catégorie que d'autres membres. Comme tout à l'heure, voilà, la veste est un membre de la catégorie vêtements plus représentatif de cette catégorie que la ceinture. Ou la chaise est un membre plus représentatif de la catégorie meuble que ne l'est une lampe ou un abat-jour de lampe. Bon. La deuxième idée, c'est la notion de niveau de base. Tout à l'heure, on a vu, quand j'ai introduit les notions d'hypéronyme et d'hyponyme, que dans la catégorisation, on avait toutes sortes de relations d'inclusion, et que il n'y a pas de limite. Au fond, on peut toujours trouver des sous-catégories. Je veux dire que, par exemple, je sais pas moi, les lions, il y a sûrement des sortes différentes de lions, et puis à l'intérieur d'une sorte de lion particulière, on va peut-être les différencier selon leur couleur ou selon leur âge. On peut toujours différencier à l'infini. Eh bien, et dans cette présentation des catégories, aucun niveau n'a de statut particulier par rapport aux autres. Ce sont juste des relations d'inclusion, et puis on se situe à un niveau de l'inclusion ou à un autre, mais il n'y a pas de niveau privilégié. Eh bien, dans la sémantique du prototype, on va voir que la situation est différente, c'est qu'il y a un niveau de description des catégories qui est privilégié. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous allez voir, si on reprend une classification des animaux, par exemple, ici, par exemple, si vous voyez un chien, ou si on vous montre une image de chien et on vous dit qu'est-ce que c'est. En théorie, compte tenu de cette hiérarchie des catégories, vous pouvez dire que du chien, que c'est un animal, vous pouvez dire que c'est un vertébré, vous pouvez dire que c'est un mammifère, vous pouvez dire que c'est un chien. D'accord ? Ou vous pouvez même dire c'est un teckel, ou je sais pas. Donc, a priori, comme ça, vous avez une liste très vaste de termes qui s'appliquent à une entité donnée. Je veux dire que, je sais pas moi, au lieu de dire, tout à l'heure je disais un ordinateur, je pourrais dire c'est un appareil électronique, ou c'est un objet. Bon. Pourquoi je dis un ordinateur ? Pourquoi quand on vous montre une image de chien, personne, à moins d'être un peu dingue, dit « Ah, c'est un mammifère ». Mais il va dire « C'est un chien ». Bon. Ben parce que, justement, il y a un niveau privilégié qu'on appelle le niveau de base. Et on ne choisit pas, dans la hiérarchie des hypéronymes et des hyponymes, on ne choisit pas au hasard, n'importe quel niveau de la hiérarchie pour désigner spontanément les choses. Ça, c'est un autre apport, donc, de la sémantique du prototype. Alors, on va prendre quelques exemples. Ça, c'est une expérience qui a été faite de catégorisation des oiseaux. Là, c'est en anglais, mais enfin bon,
c'est à peu près la même chose en français. Donc vous avez au centre de la catégorie, donc c'est une façon de visualiser le caractère prototypique, enfin disons la prototypicalité de la catégorie oiseau. Vous avez au centre de la catégorie quelque chose comme le moineau ou qui serait, mettons, parce que là il peut y avoir de grandes différences culturelles, mais disons dans les pays en Occident, disons le prototype de la catégorie oiseau. En revanche, le pingouin ou l'autruche sont des membres très périphériques de la catégorie. Bien sûr, du point de vue scientifique, encore une fois, si on pense à la classification rationnelle, le pingouin et l'autruche sont des oiseaux au même titre que le moineau. Ce sont des vertébrés à plumes, point. Mais dans la catégorisation spontanée, ordinaire, qu'est-ce que c'est qu'un oiseau? Quelle est la caractéristique d'un oiseau? C'est qu'il vole, évidemment. Il vole. Pourquoi l'autruche et le pingouin sont périphériques dans la catégorie oiseaux? C'est parce que ce sont des oiseaux, mais qui ne volent pas. Or, le fait de voler ne fait pas du tout partie des critères de la classification scientifique. Mais ça fait partie des critères pour l'être humain. Parce que dans son interaction avec la nature, l'être humain, il voit que l'oiseau, il vole, en général. Bon. On pourrait faire un peu le même raisonnement avec, vous savez, la baleine, qui a été longtemps considérée comme un poisson, alors que c'est un mammifère, mais bien sûr, puisque spontanément, il nage, comme les autres poissons, enfin, elle nage. Bien, alors, ça c'est un premier exemple. Oui, donc voilà, il y a aussi le kiwi qui est assez peu représentatif de la catégorie oiseau. Et ça, c'est un autre exemple du même genre avec les meubles. Donc, pour l'exemple des oiseaux et l'exemple des meubles, ce sont des résultats de protocoles expérimentaux. C'est pas juste des linguistes qui ont décidé cela par simplement de leur propre chef. Ce sont des expériences faites par des psychologues, en particulier donc par Eleanor Roche, qui est une psychologue très célèbre. Donc vous voyez, ça date déjà, c'est déjà assez ancien, ça date des années 70. Alors, il y a plusieurs façons d'obtenir ce genre de résultats. Soit on demande à des gens de dire spontanément, dites-moi tous les noms de meubles qui vous viennent à l'esprit. Et alors on note, on fait ça pour, 250 personnes, et on note les mots qui viennent en premier et ceux qui viennent plus loin. Bon, et quand on fait une expérience de ce type-là, on obtient la chaise et le canapé, la table un peu au centre comme prototype de la catégorie, et puis la télévision ou le réfrigérateur en périphérie de la catégorie. L'autre méthode, c'est ce qui est indiqué ici, de juger sur une échelle de 1 à 7 si ce sont de bons exemples de la catégorie meuble. Donc on vous montre des images. Voilà, chaise, est-ce que c'est un bon exemple de la catégorie meuble? Bon, là, ça va être 7. Et si on vous montre réfrigérateur, est-ce que c'est un bon exemple de la catégorie meuble? La note va être sans doute beaucoup plus basse. D'accord? Donc, là encore, je veux dire, on va trouver dans le dictionnaire une définition générale de meuble. Là, on n'est plus dans la question de la catégorisation scientifique, puisque ce sont des artefacts, ce ne sont pas des choses naturelles. Mais il est un fait que notre façon naturelle de catégoriser, ça n'est pas pour savoir ce que c'est un meuble. Si je vous disais, définissez ce que c'est un meuble, trouvez-moi une définition d'un meuble, vous serez très embêté. Mais qu'est-ce que c'est qu'un meuble? À la limite, définir un oiseau en disant que c'est un vertébré qui a des plumes, bon, pourquoi pas, on peut facilement s'en sortir. Mais qu'est-ce que c'est qu'un meuble? Bon, vous allez pouvoir le définir par opposition à immeuble, si vous connaissez un petit peu. C'est quelque chose qui peut bouger. Bon, d'accord, mais enfin, beaucoup de choses peuvent bouger. Si l'étymologie, elle n'est pas d'un recours suffisant. Bon. Donc, vous êtes totalement, la plupart du temps, incapable de définir la notion de meuble.
de donner une liste de propriétés de la notion de meuble. Mais vous n'avez aucun problème pour catégoriser. C'est-à-dire, vous êtes n'importe qui, francophone, hein, plus ou moins habitué, est capable de dire ceci est un meuble, ceci n'est pas un meuble. Bon, avec peut-être des hésitations quand on est à la périphérie de la catégorie. Mais donc, vous voyez bien qu'on peut catégoriser sans même avoir une définition de la catégorie, ni même avoir des propriétés caractéristiques, sans en être tout au moins conscient, mais on a quand même la catégorie. Alors, comment on fait pour avoir la catégorie? On a un prototype, hein, donc qui va être par exemple le moineau, dans le cas de la catégorie oiseau, et puis on va catégoriser, non plus avec des propriétés, mais on va voir ce qui ressemble au prototype. On a un prototype et on juge de la similarité avec le prototype. Et s'il y a une bonne similarité avec le prototype, la chose fait partie de la catégorie. Si la similarité est nulle, ça ne fait pas partie de la catégorie. Et puis, si la similarité est faible, on est aux frontières de la catégorie. Alors, encore une fois, le prototype, ça peut être plusieurs prototypes. Hein. Par exemple, donc pour la chaise, c'est peut-être le prototype du meuble. Je ne sais pas si je vous avais demandé, j'aurais dû, peut-être avant de faire ça, j'aurais dû vous demander, donnez-moi un exemple de meuble qui vous vient à l'esprit le plus spontanément. La plupart des gens diraient chaise ou table. Si vous trouvez quelqu'un qui répond réfrigérateur, canapé, c'est que ça va pas, ou alors il raconte sa vie. Mais bon. Alors maintenant, deuxième caractéristique, la question des niveaux dans la hiérarchie des catégories. Alors, sur cette question des niveaux, on distingue dans la sémantique du prototype 3 niveaux fondamentaux. Donc on n'est plus du tout dans cette relation un peu infinie d'inclusion de sous-catégories à l'intérieur de catégories, mais dans la distinction de 3 niveaux, un niveau de base, un niveau qu'on appelle superordonné ou supraordonné, et puis un niveau infraordonné. Alors par exemple, pour animal, c'est le niveau superordonné ou supraordonné. Chat, chien, lapin, etc., ce sera le niveau de base. Et puis les types de chats, de chiens, etc., ce sera le niveau infraordonné. Même chose pour dans la catégorie superordonnée fruits. Le niveau de base, c'est pomme, et puis le niveau subordonné, c'est un type de pomme. Pour les meubles, vous avez le niveau de base chaise, la catégorie superordonnée meuble, et puis subordonnée chaise pliante. Donc vous voyez que là, je veux dire, on a un peu oublié parce que c'est quelque chose qui a été complètement absorbé par la recherche, donc des choses qui sont considérées comme évidentes aujourd'hui, mais par rapport à la perspective qui existait depuis Aristote, hein, qui était depuis l'arbre de Porphyre et tout ça, je veux dire, il y a une façon de repenser la question de la catégorisation qui est vraiment géniale, hein, de voir que, que abstraitement, bien sûr, on peut imaginer une infinité de niveaux d'inclusion, depuis le terme le plus général qui va être, je ne sais pas moi, entité, hein, et puis des dizaines de sous-catégories possibles. Ben non, il y a 3 niveaux fondamentaux. Alors, précisons un petit peu, à partir de cette citation de Kléber, les objets basiques, donc les objets du niveau de base, sont les catégories les plus inclusives, dont les membres possèdent un nombre significatif d'attributs en commun, ont des programmes moteurs qui sont semblables les uns aux autres, ont des formes similaires et peuvent être identifiés à partir de formes moyennes des membres de la classe. Bon, ça, c'est la proposition de Roche. Alors, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, si on compare le niveau de base et le niveau subordonné, ce sont des membres dont on peut dire qu'ils ont une gestalt semblable, au sens une forme semblable, c'est-à-dire que vous pouvez
les représenter. Vous pouvez faire un dessin. Par exemple, si je vous dis chien ou teckel, etc., vous pouvez dessiner. Si je vous dis animal, vous ne pouvez pas dessiner un animal. Vous ne pouvez pas dessiner un animal, en général. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous n'avez pas une gestalt commune, une forme commune, vous êtes dans le niveau superordonné. Donc, le niveau de base, c'est le niveau le plus abstrait pour la similarité des formes globales des membres. C'est-à-dire que, certes, vous pouvez dessiner un type de chien, hein, si c'est un teckel, un bulldog, un berger allemand, je ne sais quoi. Mais si on remonte dans l'abstraction, vous pouvez faire un schéma général d'un chien, d'un chat, etc. Et on ne peut pas monter plus haut dans l'abstraction. C'est le niveau le plus abstrait où il y a une possibilité de dessiner, de représenter visuellement la chose. Ensuite, si on examine encore une fois le rapport niveau de base subordonné par rapport à un type d'interaction ou à l'idée du programme moteur, c'est quoi ? C'est l'idée simplement que à ce niveau-là, vous savez comment interagir avec l'objet. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si on prend pour changer l'exemple des fruits, c'est pas forcément un très bon exemple. Bon, admettons l'exemple des fruits. Est-ce que le niveau superordonné fruits permet de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec quel genre d'interaction matérielle motrice vous allez avoir avec le fruit? Alors vous allez me dire oui, on va le manger, bon, mais c'est imprécis. Alors que si je vous donne un type de fruit, par exemple, je sais pas, une banane versus une orange, eh bien la banane comme catégorie va tout de suite impliquer un programme moteur, c'est-à-dire que vous savez que ça s'épluche d'une certaine façon, alors qu'une orange, ça s'épluche d'une autre façon. Et donc là, chaque fruit sélectionne un programme d'action, un programme moteur qui lui est propre. C'est ce qu'exprime cette idée. Ensuite, on remarque que le niveau de base, c'est celui qui est le plus rapidement identifié, c'est la dénomination préférée, et c'est celui qui est appris le plus tôt. Hein, bon, donc ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, si on vous montre une image de chien, vous allez a priori plutôt dire chien. Vous n'allez pas dire animal. Qu'est-ce que c'est un animal? Ou vous n'allez pas non plus forcément dire c'est un teckel. Si vous allez dire plutôt c'est un chien. Bon, donc c'est la dénomination préférée. C'est aussi plus rapidement le niveau le plus rapidement identifié. Hein, ça aussi, on peut le montrer d'une manière expérimentale. Et puis, on remarque que chez les enfants, c'est le niveau qui est appris le plus tôt. Et puis, dernière caractéristique, le niveau de base, il est neutre. C'est-à-dire que c'est vraiment la dénomination par défaut. Si vous utilisez soit un niveau superordonné, soit un niveau subordonné, il faut qu'il y ait une bonne raison. Alors, je vous donne une citation d'une sémanticienne très connue aussi qui justifie cela. On peut lire la citation si vous voulez. Dans une histoire de deux chiens, un caniche et un épagnol, on pourrait référer de façon répétée à chacun des deux chiens en utilisant le terme de sa catégorie sous-générique, donc ça veut dire subordonné, c'est-à-dire dire caniche ou épagnol, plutôt que le terme, alors elle dit Folkgenus là, c'est-à-dire le terme superordonné, chien, afin de distinguer les référents l'un de l'autre. D'accord ? Si j'ai deux chiens dans mon histoire, que j'ai pour une raison que l'épagnol et que le caniche se comportent différemment dans mon histoire, je vais utiliser les termes épagnol et caniche pour les distinguer. Hein. Mais en revanche, si j'ai un seul chien dans mon histoire,
par exemple un épagnol, pourquoi devrait-on l'appeler de façon répétée épagnol plutôt que chien? Le terme épagnol, quand il est employé, véhicule le trait différent sur certains points de ce qu'on pourrait imaginer en voulant imaginer un chien. En d'autres termes, quand il est employé, le terme souligne le caractère spécial du référent. Cet accent mis sur le caractère spécial du référent est parfaitement compréhensible dans un contexte contrastif, une histoire de deux chiens, mais s'il n'y a pas de risque de confusion, comme dans une histoire qui parle d'un seul chien, il n'est pas naturel et est stylistiquement marqué. Donc ça aussi, c'est pour montrer donc, que ce niveau de base, c'est le niveau neutre. Si je ne l'utilise pas, je dois avoir une bonne raison d'utiliser une dénomination d'un niveau différent. Alors là, j'ai récapitulé, ce sont les mêmes idées, hein, mais qui sont accessibles. Je vous ai mis le lien là dans un cours de Pachery qui est tout à fait intéressant sur le sujet. Et il donne les mêmes indications que ce qu'on a déjà vu. Hein. Je ne vais pas, vous pourrez relire si vous voulez, mais c'est une autre formulation de la même chose. Le niveau de base est fondamental du point de vue de la perception, du point de vue de la fonction, du point de vue de la communication et du point de vue de l'organisation des connaissances. Et voici quelques autres exemples qui changent un petit peu. Vous voyez, pour montrer qu'on peut appliquer cette distinction entre niveau superordonné, niveau de base, niveau subordonné à toutes sortes de choses. Vous voyez, ici, ça devait être un article de géographie. Donc le niveau superordonné, ça va être le milieu urbain. Le niveau de base, c'est une ville. Et le niveau subordonné, la ville de Québec. Niveau superordonné, monument religieux. Niveau de base, église. Et subordonné, une église particulière. Ici, église Saint-Jean-Baptiste. Alors, attendez, qu'est-ce que je fais là ? Bon, attendez, Voilà, alors, au total, les thèses principales de la théorie du prototype sont les suivantes. Et là, je reprends les résultats d'un livre qui a vraiment introduit la question en linguistique en France. Encore une fois, Georges Kléber, vous voyez, c'est un auteur auquel je me réfère souvent parce que c'est quand même un des grands auteurs en sémantique référentielle, disons français, de langue française. Donc, les thèses principales de la sémantique du prototype sont les suivantes. La catégorie a une structure interne prototypique. Le degré de représentativité d'un exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie. Donc, l'exemplaire est plus ou moins représentatif de la catégorie, et donc ça veut dire qu'il appartient plus ou moins à un plus ou moins grand degré à la catégorie. Donc ce sera en fonction de la similarité avec le prototype. Les frontières de la catégorie sont floues. Les membres d'une catégorie sont regroupés par une ressemblance de famille et non par des propriétés communes à tous les membres. L'appartenance à une catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype, et la catégorisation s'effectue de façon globale, pas analytique, c'est-à-dire pas en vérifiant la présence de chaque propriété définitoire. Alors on peut terminer sur la catégorisation en disant que c'est une opération fondamentale de la cognition humaine qui joue un rôle essentiel au plan linguistique puisque les dénominations sont des catégories. Je vous l'ai dit, la catégorisation entrave l'accès à la singularité. Hein. L'être humain a cette possibilité ne peut pas s'empêcher de catégoriser. Inversement, c'est très compliqué pour les machines de catégoriser. Hein. Les machines, elles repèrent plutôt la singularité, je veux dire les ordinateurs. Bien. On peut défendre l'idée, mais ça, je vais laisser ce point de côté. On en parlera plutôt l'année prochaine en master si vous
mon séminaire, par exemple, où je parle de cette question de l'analogie. La catégorisation, c'est un type d'analogie, hein, parce qu'elle est fondée sur une question de similarité. Et je vous donne pour terminer cette citation de George Lakoff, extraite d'un livre dont le titre est un peu curieux, peut-être, Women, Fire and Dangerous Things. Pourquoi il y a ce titre? C'est parce qu'il parle d'une langue dans laquelle il y a une catégorie dans laquelle on met les femmes, le feu et toutes sortes de choses dangereuses. Hein. Bon. Il dit la chose suivante, donc sans l'aptitude à catégoriser, nous ne pourrions pas fonctionner du tout, ni dans le monde physique, ni dans nos vies sociales et intellectuelles. Si vous ne catégorisez pas, c'est la situation dans laquelle, la situation que je décrivais tout à l'heure, deux brins d'herbe seraient deux objets complètement différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, à la limite. Le monde serait entièrement peuplé de singularités sans aucune régularité. Toute entité serait fondamentalement différente de toute autre. Il n'y aurait aucune organisation. Si le monde vous apparaît comme organisé, en classe d'objets, en catégories, c'est grâce à cette aptitude à la catégorisation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Bon, vous pourrez aussi les poser la semaine prochaine si vous le souhaitez. Donc, je vais terminer sur cette citation et je vous dis donc à la semaine prochaine.